Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette conférence sur la place de la chirurgie bariatrique dans la prise en charge de l'obésité. Pour ce faire, j'ai à côté de moi le docteur Borel, bienvenue. Merci de l'invitation. Qui est donc chirurgien digestif et bariatrique. Tout à côté, Madame Clémence Burguera, vous êtes infirmière coordinatrice chirurgie bariatrique. Vous êtes accompagnée de Florence Noël Bouquet, diététicienne, et Cécile Reynaud, psychologue, parce que la chirurgie bariatrique, c'est un travail d'équipe, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et puis du coup, on est venu en nombre pour vous présenter Voilà, donc on ces annonçait projets. le docteur Janaudy, hein, mais le docteur Janaudy est dans la salle. Bonsoir. On va commencer tout de suite peut-être par la question qui fâche ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous définir, docteur Borel, ce qu'est l'obésité et est-ce vraiment utile, important d'aller jusqu'à la chirurgie? Alors l'obésité, ça c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Et c'est très important de rester sur cette définition parce que l'idée c'est pas de dire on est obèse parce qu'on est gros. On est obèse parce qu'on a un excès de poids qui peut être à l'origine d'un certain nombre de problèmes de santé. Ça peut être au niveau du foie, le diabète, certains cancers, des problèmes psychologiques, psychiatriques, des problèmes respiratoires. Même récemment, on a vu avec la pandémie qu'il y avait des formes plus graves de Covid-19 chez les personnes qui étaient obèses. Et donc vraiment, l'obésité, elle est définie par cet excès de poids et par toutes les complications qui peuvent être associées, qui peuvent être générées par cet excès de poids. Et donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on va aller essayer de soigner l'obésité? Ça va être surtout pour prévenir toutes ces complications. Et il va y avoir différentes méthodes. Et puis quand on n'y arrive pas, des fois oui, la chirurgie peut être une solution pour un certain nombre de patients qui doivent bien sûr être sélectionnés avec attention. Alors on l'aura bien compris, l'obésité c'est pas un gros mot. Quel est le parcours finalement pour quelqu'un qui voudrait aller jusqu'à cette chirurgie? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça concerne beaucoup de monde. Ça concerne beaucoup de monde. Là, vous voyez, c'est les résultats d'une étude de 2012. La prévalence de l'obésité en France, ça concerne 17% de la population. Donc, il y a 17% des Français qui sont considérés comme en situation d'obésité et qui sont potentiellement éligibles à une chirurgie de l'obésité. Alors, comment on la calcule? Alors, toute bête. Du coup, comment est-ce qu'on définit l'obésité dans la pratique? On la définit par chiffres. C'est un rapport entre le poids et la taille. C'est une formule assez simple qu'on appelle l'indice de masse corporelle. C'est le poids sur la taille au carré. Si on est au-dessus de 30, on est en situation d'obésité. Si on est au-dessus de 35, en situation d'obésité sévère. Et au-dessus de 40, en situation d'obésité morbide. Mais bien sûr, à chacun de ces stades, l'obésité peut être compliquée. Des problèmes de santé que je vous ai évoqués précédemment. Et on est bien d'accord, donc c'est pas un problème esthétique, hein, c'est un problème de pathologie qui découle de l'obésité. Alors, l'obésité est à l'origine effectivement de problèmes de mal-être, de problèmes d'image corporelle, mais ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est vraiment tous les soucis de santé qui sont provoqués par cet excès de poids, et c'est eux surtout sur lesquels on va essayer d'agir via les différents traitements, dont la chirurgie. Et donc du coup, en pratique, ça marche comment? Quand on cherche à prendre en charge quelqu'un, la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser juste des mécanismes de réadaptation, des règles hygiéno-diététiques, essayer de faire changer les habitudes alimentaires, essayer de faire un travail psychologique sur les origines des problèmes qui ont pu entraîner une situation d'obésité, essayer de faire en sorte que les gens se réadaptent à l'effort, fassent plus d'activité physique. Pardonnez-moi, docteur Borel, mais là, on est déjà dans le parcours? Ou c'est les questions qu'on doit se poser en amont de la décision? On est toujours dans une forme de parcours, mais il est plus ou moins formalisé. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une situation d'obésité, je pense que c'est important de se prendre en charge. Et même si ça passe pas forcément par la chirurgie, ça passe par une prise en charge. L'étape de base, qui est celle-là, qui nécessite ni chirurgie ni traitement médicamenteux, c'est quelque chose qui est souvent soit enclenché par les patients, soit enclenché via le médecin traitant, via certains spécialistes, les cardiologues, les pneumologues, et qui, des fois, malheureusement, ne suffit pas. Donc du coup, l'étape suivante, c'est le traitement par les médicaments, et si les médicaments ne suffisent pas, c'est la chirurgie. Sauf que le problème,
c'est qu'en cas d'obésité, les médicaments, on n'en a pas. Je vous rappelle l'affaire récente du Mediator qui avait été utilisé à tort contre l'obésité et qui a conduit à un certain nombre de complications, notamment cardiaques, et un gros scandale sanitaire. C'est plutôt la bonne illustration que globalement, on n'a pas d'étape intermédiaire entre les adaptations de la vie et la chirurgie en deuxième étape. Et donc, la Haute Autorité de Santé, en 2009, a fixé des règles pour dire quelles personnes souffrant d'obésité pouvaient être éligibles à une chirurgie. Et donc, en pratique, ce sont les personnes qui ont un IMC supérieur à 40, c'est-à-dire une obésité déjà assez sévère, ou alors supérieure à 35, mais suffisamment sévère pour leur occasionner certaines complications, dont l'hypertension artérielle, le diabète, le syndrome d'apnée du sommeil. Donc ces personnes-là, elles sont éligibles à une chirurgie. Et il faut, en plus de ça, qu'elles soient passées par la première étape de prise en charge nutritionnelle, psychologique, la réadaptation à l'effort, pendant une certaine durée, qui a été fixée à 6 mois. Et si au bout de ces 6 mois, on s'aperçoit que ça ne permet pas une perte de poids suffisante, ça ne permet pas d'améliorer les comorbidités liées à l'obésité, là se pose la question d'une chirurgie. Et donc, on en vient à votre question de tout à l'heure, qui est celle de comment ça se prépare. Le parcours, il est long, parce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est au moins 6 mois de parcours. Il va faire rencontrer beaucoup de monde, et beaucoup de médecins, mais aussi beaucoup de paramédicaux, notamment diététiciennes, psychologues, infirmières coordinatrices, éducatrices ou éducateurs sportifs. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment cette partie de la préparation qui va être le plus importante et qui va le plus mobiliser les efforts des patients en préopératoire, même si on a tendance souvent à tort à mettre la préparation purement médicale et purement chirurgicale en avant. En fait, je pense que la préparation nutritionnelle, psychologique, la réadaptation à l'effort et l'éducation thérapeutique, ça correspond à la majeure partie du travail. C'est cette préparation-là qui, au final, va permettre de prendre la décision de la chirurgie. Parce que pendant toutes ces étapes-là, est-ce qu'il est possible de revenir en arrière ? On signe jamais définitivement avant de rentrer en salle, et encore, j'ai envie de dire, avant d'être endormi. Globalement, si cette préparation, elle permet d'améliorer suffisamment les choses, c'est peut-être pas forcément nécessaire de passer ensuite par la chirurgie. Mais en pratique, on voit que la majorité des patients qui se lancent dans le processus, ils s'aperçoivent que malgré cette préparation, ils n'arrivent pas à avoir le déclic qui va vraiment amorcer une perte de poids significative. Et c'est là où la chirurgie va venir agir comme un booster qui va permettre de débloquer. En tout cas, ce n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain et qui se fait dans la semaine qui suit. Ce n'est pas une décision qui est prise à la légère, c'est une décision qui va être prise d'abord par le patient et ensuite qui va être entérinée par toute l'équipe médico-chirurgicale, par une psychologue, par une diététicienne, par l'infirmière coordinatrice qui va suivre les patients, un petit peu par nous aussi quand même, parce que voilà, on fait aussi partie de la décision. Du processus, ouais. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Clémence, notre infirmière coordinatrice, qui va vous présenter un petit peu comment on amorce ce processus de préparation. Donc, effectivement, pourquoi parler d'éducation thérapeutique ? Comme l'a dit le docteur Borel, l'obésité, c'est une maladie complexe et donc une maladie chronique et qui est difficile à gérer au quotidien. Et donc, on s'aperçoit que sans aide, sans préparation, sans soutien d'une équipe pluridisciplinaire, le patient n'arrivera pas à avoir une perte de poids pérenne malgré la chirurgie. C'est vraiment là qu'on intervient. Et ce qu'il faut savoir, vraiment, c'est qu'une chirurgie bariatrique réussie avec une perte de poids pérenne, c'est une bonne préparation et un suivi à vie. Et vraiment, on insistera sur cette notion de suivi à vie qui est fondamentale. Oui, qui n'est pas anodine. Voilà. Et donc, pour nous, l'objectif via l'éducation thérapeutique, c'est de rendre le patient acteur de sa santé. Il faut qu'il comprenne sa maladie pour pouvoir mieux l'appréhender et qu'ils puissent mettre en place, avec notre aide bien sûr, les adaptations nécessaires. Alors, je me permets de vous couper parce que vous parlez de maladie, et donc le docteur Jeannedine disait tout à l'heure que l'obésité est reconnue comme maladie que depuis 30 ans. C'est ça ? Oui. Ce qui est quand même assez incroyable par rapport... Alors que... L'anorexie, par exemple. Par exemple, l'anorexie est reconnue, enfin pas dans le milieu médical, mais en tous les cas pour tout à chacun, comme une pathologie, comme une maladie avérée, et l'obésité souvent plutôt comme c'est un problème de fainéantise, je me prends pas en charge, etc. Alors que non, c'est une pathologie complexe. C'est reconnu comme une maladie depuis 30 ans, mais on a quand même
toujours pas intégré le fait que c'en était une, ni dans la population générale, ni dans une partie du personnel médical qui considère toujours que si les gens sont obèses, c'est que c'est de leur faute. Tout à fait. Donc à nous de vraiment les aider, et justement les patients sont soulagés de voir que pour une fois finalement on les prend en considération, prend en compte leur maladie et les aide quoi. Et leur souffrance, parce qu'ils sont certainement passés par tout un tas peut-être de régimes ou de solutions pour essayer de perdre du poids. Encore une fois, pas pour un problème esthétique, mais pas pour une question esthétique, mais plutôt une question de maladie qui découle de l'obésité. Tout à fait, et puis aussi de ce que ça engendre, c'est-à-dire que c'est une pathologie qui va affecter le bien-être psychologique, et puis social aussi, en plus du physique. Et que l'obésité dans notre société est quand même mal perçue. Mal considérée, mal perçue, bien évidemment, tout en sachant qu'il peut y avoir des personnes en surpoids, évidemment, qui le vivent très bien. On est bien d'accord. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est d'ailleurs pour cela que le docteur Borel expliquait que parfois, il n'y a pas besoin de chirurgie si on a fait une prise en charge globale, médicale, et que la santé du patient va bien. Voilà. D'accord. Donc là, on est sur un parcours qui va mener à la chirurgie, justement, dans vos exemples. Comment ça se passe alors comment on fait pour passer le cap supérieur? Donc le patient, pendant qu'il fait donc tous ses rendez-vous médicaux, etc., donc nous on continue l'éducation thérapeutique. Donc comment? Via une équipe pluridisciplinaire, et puis on va élaborer un diagnostic éducatif pour que le patient nous formule ses priorités, parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'attend le patient aussi, qu'est-ce qu'il attend de la chirurgie, qu'est-ce qu'il attend de nous, pour arriver à cibler ses attentes. Et puis nous, on va déterminer les compétences requises du patient. Qu'est-ce qu'il va avoir besoin de mettre en place pour passer justement à l'étape supérieure. Donc nous, on a besoin d'évaluer sa progression tout au long du parcours préopératoire et de réadapter le processus éducatif s'il y a besoin. Et donc, on sera à même de pouvoir freiner un petit peu la date de la chirurgie si on sent que le patient n'est pas prêt. Voilà, ça déjà, c'est important. Et puis, donc nous, en pratique, on met également en place un travail auprès d'une plateforme éducative qui s'appelle Nuvi, avec qui on travaille. Donc, c'est une plateforme qui présente, qui a des vidéos, qui a tout un processus pédagogique, des quiz, une pérédance avec d'autres patients qui sont sur cette plateforme et qui sont dans un parcours de chirurgie chirurgie bariatrique, des recettes, vraiment, et les gens vont pouvoir aussi se confier entre patients. Cette plateforme reste anonyme. D'accord. Et reste modérée par des infirmières. D'accord. Donc ça, c'est en amont de l'opération et en aval. Et en aval, on a donc notre suivi à nous, donc auprès de tous les intervenants, que ce soit le chirurgien, la diététicienne, la psychologue. On peut mettre aussi en place des séjours en SSR, avec une hospitalisation sur 4 semaines. Des séjours en SSR. Donc en fait, ça va être des établissements qui vont prendre en charge le patient au niveau d'un processus éducatif et médical. En rééducation. Voilà, rééducation, si on peut dire. Mais rééducation, pour faire simple. Faisons simple. Faisons simple. Entendu. Est-ce qu'on peut parler à ce stade-là peut-être du taux de réussite de ces opérations ? Et qu'est-ce que le taux de réussite finalement? Parce que tout dépend de ce qu'attend le patient. Si on aborde le sujet du taux de réussite, il faut surtout considérer sur qu'est-ce que c'est la réussite. Et la réussite, après une chirurgie de l'obésité, c'est surtout une réussite sur le long terme, c'est-à-dire amorcer une perte de poids, ce qui va être le cas de quasiment tous les patients opérés, mais surtout la maintenir. Parce que perdre du poids à 1 ou 2 ans, finalement, ça marche plutôt bien. C'est un petit peu la lune de miel après l'opération. Tout est beau. On a perdu le poids qu'on n'avait arrivé pas à perdre depuis des années et des années. Tout va mieux. On retrouve du souffle. On change beaucoup de choses dans sa vie. Souvent, on se sépare, on se rabiboche, on change son couple. Enfin, il y a beaucoup de changements. Donc, les premières années, tout va bien. Et puis après, la chirurgie, elle est mise un petit peu, à l'épreuve de la vie. Et c'est-à-dire que toutes les règles qui vont garantir la perte de poids pérenne, toutes les règles alimentaires,
toutes les considérations psychologiques, toutes les casseroles qu'on se traînait depuis des années, elles ont tendance à revenir et elles mettent en péril justement les résultats de la chirurgie. Et donc c'est là où le suivi est très important pour pouvoir garantir le maintien de la perte de poids. Et en pratique, je dirais que la réussite d'une chirurgie, c'est quoi ? C'est être mieux après que ce qu'on était avant. Ça ne veut pas forcément dire sortir de la case obésité. Il y a des gens qui vont pouvoir avoir une perte de poids considérable sans pour autant sortir de la case obésité, mais ils seront quand même beaucoup mieux après parce qu'ils prendront moins de médicaments pour leur diabète, parce qu'ils réussiront à faire un petit peu plus de sport, à monter les escaliers sans effort. Et ça, je dirais que c'est à considérer comme une réussite. À l'inverse, quelqu'un qui a 3 à 5 ans repris tout le poids qu'il avait perdu grâce à la chirurgie, ça, ce ne sera pas une réussite. Et c'est ça vraiment qu'il faut optimiser. C'est pour ça qu'on prépare au mieux les patients, notamment sur le plan diététique. Alors, qui est en charge du suivi, justement, notamment du suivi nutritionnel? Alors là, c'est marqué préopératoire. On est déjà dans le post-opératoire. Vous nous avez un petit peu devancé. Alors, qui est chargé de suivi, alors en amont et en aval? Donc la diététicienne, qui s'occupe du suivi nutritionnel des bonsoir patients. La diététicienne. Bonsoir à tous. Donc comme on l'a bien dit tout à l'heure, effectivement, ce suivi préopératoire, il va durer au moins 6 mois. Je vais essayer de m'attacher à recevoir mes patients au moins une fois par mois durant ces 6 mois, de manière à évaluer quand même pas mal de choses. Vous voyez, la liste est plutôt longue. On va évaluer les troubles des conduites alimentaires, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des compulsions, des grignotages, des défauts de satiété, voilà, espèce de confusion, faim, envie, les choses comme ça, qui peuvent amener des fois à des grignotages, etc. Toutes les consommations alimentaires, qu'elles soient qualitatives et quantitatives, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les portions, on va travailler sur le type d'aliments consommés, sur les courses, tout ça. La manière de se nourrir, des choses qui ne se travaillaient peut-être pas encore il y a quelques années au niveau diététique, mais qui se font de plus en plus. Tout le travail autour du temps de repas, autour de la mastication, l'environnement du repas également. Parce qu'il y a des choses parasites un peu autour, la télé, je travaille en même temps, voilà. Tout ce qui... Se reconcentrer sur, sur le repas, chronométré voilà. Peut-être. Voilà, du coup, poser un peu, se recentrer sur ce que je suis en train de manger, sur mes sensations, où j'en suis, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête. Voilà, pour repérer un peu tout ça, de manière à remettre aussi en perspective avec le post-opératoire. Également les contraintes horaires, parce que quand j'ai des patients qui sont en travail posté, des fois c'est un petit peu compliqué de se nourrir. Les gens qui travaillent de nuit, ça décale, le sommeil, ça décale les temps de repas, les horaires de repas. Et puis on va évaluer aussi les capacités du patient à modifier son alimentation. C'est-à-dire que peut-être, on a certains qui, dès le départ... Alors, tout à l'heure, on parlait de lune de miel avec l'opération, mais il y a aussi la lune de miel avec la prise en charge nutritionnelle. C'est-à-dire qu'au début, la diététicienne, elle me donne plein d'outils, super, j'arrive à tout faire. Sauf que des fois, au fil du temps, ça commence ça se délite. Et puis, du coup, les capacités, on s'aperçoit que finalement, les capacités au changement, elles se délitent avec. Donc l'idée, c'est que sur ces 6 mois, je booste le patient quand même, de manière à fixer des objectifs en tout cas atteignables, de manière à ce que ce post-opératoire se passe le mieux possible. Donc au-delà de toutes ces évaluations, je vais aussi explorer toute l'histoire du patient et les prises en charge qu'il a pu avoir dans les années précédentes. Le nombre de régimes, le type de régime, parce qu'on sait très bien que plus il y a des régimes amaigrissants, plus on a des conséquences sur le métabolisme et plus il est difficile de perdre du poids au fil du temps. D'accord. Le niveau de connaissance du patient sur le type de chirurgie envisagée et puis bien évidemment ses attentes, savoir comment lui il conçoit son post-opératoire. Le niveau d'activité physique, et puis je m'attache aussi beaucoup à aller creuser au niveau de la qualité du sommeil. Est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a du stress? Parce que là, c'est aussi l'occasion de leur donner des outils de relaxation, de sophro, parce que j'ai un petit peu la double casquette. Donc voilà, donc tout ça, durant 6 mois, on le travaille, on fixe ses objectifs, on accompagne. Voilà. Une sorte de rééquilibrage en fin de compte. C'est global, c'est vraiment global. Il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette, il y a aussi tout ce qui gravite autour. D'accord. Mais quelle est la part psychologique alors dans ce parcours?
Alors, moi, en tant que psychologue, je réalise les évaluations en vue d'une éventuelle opération. Mais surtout, voilà, je fais partie à part entière de toute la prise en charge préparatoire pour aider, accompagner les patients, d'abord dans la compréhension, qu'est-ce qui a généré cette maladie, obésité. À quel moment de leur vie est-ce qu'ils se sont mis à manger plus? À quel moment dans leur corps, justement, leur corps n'a plus réalisé cet équilibre, mais où le psychisme, à un moment donné, pour des raisons diverses et variées, selon chacun, selon son histoire, quand est-ce que le mental a pris le dessus et a imposé de plus grosses quantités, de plus de besoins. Et une fois qu'on a commencé à comprendre un petit peu d'où venait l'origine du trouble, on peut retravailler la confiance en soi, on peut ensuite retravailler, accompagner une meilleure estime de soi avec tout un tas de techniques, plus ou moins du côté de l'analyse, ou alors du côté des techniques cognitivo-comportementales, où là vraiment on donne des trucs et des astuces et on accompagne le processus de changement. Moi, mon objectif, c'est aider la personne à redevenir acteur de son changement, redevenir acteur de sa vie. Bien souvent, certains ont essayé tout un tas de régimes, mais ça ne marche plus. Ils ont baissé les bras. Là, maintenant, leur corps prend trop de place et ils ne peuvent plus se mouvoir dans la vie, être dans la société, comme on disait tout à l'heure. Il faut à tout prix les aider à retrouver un peu de ressources pour pouvoir, justement, générer tous ces changements. Comme le disait le docteur Borel tout à l'heure, la chirurgie, ce n'est pas une solution en soi, c'est une étape, c'est un accélérateur pour un amaigrissement, mais sans un changement vraiment profond à différents niveaux. Hélas, les travers, les anciennes habitudes peuvent revenir après, et au bout, après la lune de miel, les patients peuvent à nouveau remanger davantage, arrêter de faire du sport et à nouveau retomber dans la spirale des kilos en trop. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est un parcours de santé. On sent bien aussi que ça peut être un parcours du combattant, mine de rien. Est-ce qu'au fond, ça reste quand même une solution de facilité pour les mauvaises langues ? C'est tout sauf une solution de facilité. Déjà, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait, ce qui n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui ont, à raison d'ailleurs, certaines peurs vis-à-vis de la chirurgie. Ça reste des procédures qui sont quand même lourdes, qui ont des conséquences potentielles qui peuvent l'être également, qui ont des complications qui peuvent être sévères. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est jamais anodin de se faire opérer. Surtout que, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la réussite de l'opération. Il y a plein de gens qui, derrière, s'ils sont insuffisamment préparés, vont pas avoir forcément le résultat escompté. Et donc, du coup, c'est une prise de risque, entre guillemets, qui doit se calculer à l'aune du bénéfice. Donc, je passe rapidement sur les techniques, la sleeve gastrectomie, le bypass gastrique, l'anneau gastrique, qu'on fait plus trop parce que c'est pas trop le sujet de la présentation, mais vraiment l'idée là-dedans, c'est d'instaurer une balance bénéfice-risque entre, d'un côté, les bénéfices qui sont évidents en termes d'amélioration de toutes les complications liées à l'obésité, donc outre l'excès de poids, l'amélioration du diabète, de l'apnée du sommeil, de l'hypertension, l'augmentation de la qualité de vie, mais il y a toujours, de l'autre côté de la balance, le risque. Et même si le risque, proportionnellement, il concerne un nombre faible de patients, et quand on est dans la complication, c'est 100% pour sa pomme. Et donc, du coup, c'est important de prendre ça en ligne de compte. Donc, c'est pas du tout une solution de facilité. Et deuxième raison pour laquelle c'est pas une solution de facilité, c'est que, on l'a dit à plusieurs reprises, la chirurgie, c'est un booster. Ça permet d'amorcer la perte de poids. Mais il y a un moment, le booster, il marche plus. Et donc, du coup, 100% du résultat à long terme, 95% on va dire, c'est le travail du patient. Nous, on est là pour le soutenir, on est là pour l'accompagner, mais c'est le patient qui fait le travail. J'ai juste une petite question. Quand vous dites à long terme, c'est sur combien d'années ? Idéalement, à vie. À vie. Une chirurgie, c'est pour la vie. Et donc, du coup, pour la vie, on en supporte les conséquences, aussi bien les positives que les négatives. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces explications très claires. Je vais vous inviter tous les quatre à rejoindre le photocall pour la photo. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci de l'invitation.